J'ai une question pour vous trois. Une question d'ensemble. Dans votre discours pour l'indépendance, comment liez-vous votre désir commun d'autodétermination aux enjeux sociaux et économiques actuels? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer à répondre à cette question-là? Camille, tu prends le micro. OK, je me lance. En premier, j'aimerais quand même qu'on donne énormément d'amour à Marie-Louise qui, fois en fois, fait l'animation d'une façon incroyable. Yeah! Merci, je suis tout le temps heureuse d'être là. En fait, la question, puis c'est une question en fait qui revient quand même régulièrement. Vous savez, en ce moment, on fait une tournée des cégeps et universités, une tournée du Québec qui est organisée d'ailleurs sous le leadership incroyable d'Evelyne Baudin. On a traversé plusieurs régions, puis une question revient systématiquement, c'est en fait, qu'est-ce que l'indépendance du Québec va nous permettre de réaliser? Un des enjeux qui est vraiment intéressant, c'est que la seule façon de... En fait, il n'y a pas de pays qui a une banque centrale. La banque centrale, ça quoi? Ça gère la monnaie, OK? Puis il y a tout un mouvement en ce moment qu'on connaît de gens en économie sociale qui réfléchissent justement à comment faire en sorte que l'économie soit plus au service des citoyens, qui cherchent à démocratiser l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire socialiser, nationaliser, étatiser. Mais pour aller au bout de la réflexion, selon l'IRIS, qui est de base pas un groupe de recherche indépendantiste du tout, mais qui est quand même un groupe de recherche qui cherche à améliorer la condition de vie des gens, si on pousse la réflexion au maximum de démocratiser l'économie, donc de rendre l'économie au service des Québécois, ben ça prend une banque centrale et donc ça prend l'indépendance du Québec. Donc c'est quoi l'indépendance du Québec? C'est pas juste un changement de drapeau, même si le nôtre est crissement plus beau. C'est aussi de prendre le contrôle de nos leviers économiques quand on parle d'indépendance économique. En ce moment, les Oui-Québec, on fait une tournée de consultation de la société civile. Fait que c'est des groupes comme des chambres de commerce, des groupes communautaires, des associations, des groupes en santé, etc. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? La Banque centrale, la société civile. Ouf! Ben, si on peut continuer avec Nabil ou Evelyne, là. Fallait que je sois succincte, hein? Non, c'est correct. On a toute la vie, mais pas tant. OK. Bon, je m'arrête ici, on reviendra. Ben merci beaucoup. Oui, en fait, il y a beaucoup d'enjeux socio-économiques, je pense, qui seraient mieux pris en charge et surtout qui seraient pris en charge selon notre vision à nous, avec l'indépendance du Québec. Je pense que une des choses qu'on observe actuellement dans notre société, c'est pas exclusif au Québec, mais c'est présent ici, c'est un certain individualisme qui s'installe, où les gens finalement se concentrent surtout sur l'avancement de leur vie plutôt que de celle de la société. Et ce qu'on voit, c'est que l'indépendance du Québec, ça offre un projet collectif et universel parce que c'est un projet démocratique. Donc, on veut offrir une voix à tout le monde. Il n'y a rien de mieux dans la vie comme projet collectif que la rédaction d'une nouvelle constitution. Oh yeah! Et donc, ça fait réveiller ce qui est en nous parce qu'on reste un animal social et grégaire. Et là, ça nous rappelle que quand on décide de se mettre ensemble, on est capable de faire des grandes choses aussi révolutionnaires ou disruptives, si je reprends le mot que Camille aime beaucoup utiliser, que de créer un pays. Donc, je pense que ça vient un peu répondre à cet enjeu-là, où est-ce qu'on est un peu chacun chez nous. Ça nous permet de rêver à quelque chose de collectif pour le Québec. Wow, je capote. Nabil, veux-tu terminer? Oui, ben mon Dieu, j'ai plus grand-chose à dire après vous, là, mais je dirais en fait non. C'est sûr qu'on a question de justice sociale, c'est vraiment l'indépendance serait pour moi un des catalyseurs là, de justement augmenter la qualité de vie de tous les Québécois, Québécoises. D'ailleurs, on a des modèles, des prémices d'une social-démocratie au Québec. On a le Fonds des travailleurs du Québec, on a la CDPQ, qui justement vient agglomérer les bases, on va dire, l'argent de la société pour l'investir pour le bien commun de la société québécoise. Donc, c'est déjà, on a des très bonnes fondations à ce titre-là. Puis pour moi, l'indépendance, ça viendrait juste donner encore plus de possibilités politiques et juridiques
pour installer une meilleure justice sociale, avoir justement un combat collectif pour protéger l'environnement selon la vision québécoise et non pas albertaine, par exemple. On ne serait pas justement dans ce balancier de qu'est-ce que... c'est ça, on aurait une vision claire là, sur notre modèle démocratique. Fait qu'on est globalement dans la positivité, dans l'unicité là, de votre discours. Je vais continuer avec Camille, personnellement. Donc, Camille, tu parles dans le chapitre que tu as écrit, donc qui se trouve à la fin du livre, de la grève de 2012 et comme un moment où tu t'es sentie pleinement québécoise et libre avec les autres. Est-ce que tu penses que la génération d'aujourd'hui a vécu ou pourrait vivre un événement semblable et qu'est-ce qui pourrait jouer ce rôle? Quel événement pourrait jouer ce rôle? Je pense que pour beaucoup de jeunes de ma génération, 2012 a été un moment de politisation important. Puis il y a eu 2019 aussi, les grandes mobilisations pour l'environnement qui ont été un moment de politisation important. Mais pour les plus jeunes que moi, encore 25 ans et moins, puis je ne veux pas dire Gen Z, Gen Alpha, parce qu'il y a beaucoup de jeunes secondaires, d'ailleurs, qui viennent au Club Pays nous voir. C'est trop hot. Merci d'être là. Puis on vous salue. Puis... en fait, je pense que pour eux, nous, quand on a fait 2012, on avait un sentiment de collectivité immense quand on faisait les manifestations, mais en même temps, on avait quand même une volonté de travailler sur les institutions telles qu'elles existent en ce moment. Puis je pense que chez la nouvelle génération, il y a une compréhension intime que les institutions, que le système tel qu'il est actuellement ne fonctionne pas. Qu'il y a comme quelque chose de brisé, puis que le système en profondeur doit être revu. Donc je pense que dans cette nouvelle génération, il y a vraiment la graine de ce qu'on attend de l'indépendance, c'est-à-dire d'avoir une forme de révolution, en fait, dans le projet d'indépendance. Pas seulement un projet qui s'adresse aux symboles, ce qui est extrêmement important, mais un projet qui s'adresse aux structures. Et je pense qu'on a besoin de ça dans un contexte de transition sociale et économique majeure, qui appelle des changements extrêmement importants dans les prochaines années. Je pense que la suite du Québec va se passer par l'indépendance du Québec et que la suite de l'histoire va être écrite par la nouvelle génération. Mais oui, bravo! Wow, quelle belle initiative publique! Je vous trouve super dynamique, c'est super. Ma deuxième question va à Nabil. Nabil, toi qui s'implique dans le mouvement souverainiste en tant que néo-québécois, comment est-ce que tu décris le moment où tu as fait ce choix-là de t'impliquer dans le mouvement souverainiste et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était ton combat à toi? Mon Dieu, je me suis réveillé un matin puis je me suis dit aujourd'hui je vais être souverainiste. C'est le moment. C'est ça. Non, ben écoute, moi ça fait 8 ans et demi que je vis au Québec. Ça fait pas très longtemps. Je suis arrivé en 2017. Tu sais, j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai étudié en droit, puis dans un de mes cours en droit, là, l'introduction à l'étude du droit, on avait regardé un peu l'histoire là, du Québec depuis l'acte de, en tout cas 1760, l'acte de Québec, l'acte d'Union, puis tout le processus juridique de, comment dire, d'assimilation du peuple canadien-français à l'époque. Mm-hmm. Puis je me disais, tu sais, je reliais cette histoire-là avec certains autres peuples qu'on connaît, par exemple, au Moyen-Orient, là, la Palestine qui vit en ce moment, c'est un peuple c'est un peuple frère pour les Marocains. Donc, je me suis dit, il y a comme un petit goût d'injustice là-dedans, là, un arrière-goût d'injustice. Donc, ça m'a travaillé tranquillement. Puis, à un moment donné, en 2019, je suis tombé sur un post de, mon Dieu, y es-tu là? Alex Valiquette, là, justement. Il n'est pas là, mais on y pense à lui. Oui, puis sur Instagram, c'est grâce aux réseaux sociaux, puis je regarde, tu sais, justement, il parlait de souveraineté, puis moi, à un moment donné, je suis comme, mon Dieu, il y a des jeunes souverainistes au Québec en 2019, je pensais que ça avait disparu, ça. Fait que tranquillement, pas vite, 21, 22, 23, en plus, j'ai vu que toutes les infrastructures au Québec se dégradaient, la santé, des difficultés là, de plus en plus. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, moi j'ai quitté le Maroc pour vivre une meilleure vie ici. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on pourrait améliorer là où on habite en ce moment? Ben, j'ai pris le temps de voir, mais de l'indépendance, c'était une solution. C'est une solution pour améliorer notre qualité de vie, chose qu'on est venu chercher ici. Que je suis venu chercher ici. Et puis c'est pas la première fois que je t'entends avoir ce discours-là, puis à chaque fois, je trouve ça tellement ouvert et tellement incroyable comme... Pas comme statistique, mais comme façon de penser, puis je suis comme, ben, t'as tellement raison, je t'adore. Bref. Et là, bon, on arrive à la fin de cette première partie. Evelyne, j'ai une question pour toi. T'es-tu surprise?
Tu soutiens que nos plus tu soutiens que nos plus grands atouts économiques, donc par exemple Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, les CPE, ont été bâtis sans l'impulsion du Canada. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà prouvé qu'on sait se gouverner? Puis pourquoi on hésite encore, oui, à réaliser l'indépendance? Bien sûr, on a démontré qu'on sait se gouverner. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on se gouverne exactement comme si on était un pays. C'est presque une formalité dans les faits si on n'est pas un pays. Il n'y a aucun autre peuple dans le monde qui se gouverne de la façon dont on le fait et qui n'est pas un pays indépendant. On a des ambassades et des consuls à l'étranger. On a d'à peu près tous les pendants dans les ministères québécois qui existent au niveau fédéral. Et on est assez grand, on est assez riche. Et ça, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez lire... le livre qui fait dire oui! Donc, assurément qu'on a ce qu'il faut pour se gouverner, qu'on a ce qu'il faut pour être un pays. Donc, pourquoi on le fait pas? Et je pense que c'est justement parce que il y a des gens qui veulent pas qu'on n'améliore pas nos conditions de vie, mais il y a des gens dans la société qui sont dans des positions privilégiées et qui ne veulent pas perdre leurs privilèges. En général, les personnes privilégiées ne veulent pas perdre leurs privilèges. Et ce qu'on appelle à faire avec le projet d'indépendance, c'est un projet démocratique qui redonne plus de pouvoir au peuple. Et ceux qui ne veulent pas que ça arrive, ben ils ont beaucoup d'argent, souvent, parce qu'ils sont privilégiés, et ils vont mettre ces ressources-là au profit de nous convaincre que le statu quo est mieux. Mais la manière de nous convaincre que le statu quo est mieux n'est pas de défendre le statu quo, c'est-à-dire de défendre comment c'est merveilleux une province, tu sais, par rapport à un pays indépendant. Ils font jamais ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire qu'on n'est pas capable. Ils vont s'attaquer à nous pour qu'on perde notre confiance en nous, qu'on perde notre fierté. Même des fois, ça va aller jusqu'à une certaine forme d'auto-racisme, tu sais, de dire que les Québécois sont moins bons que d'autres pour se gouverner ou pour gérer des entreprises. Donc, à force de dire à quelqu'un qui est pas bon, il y a quand même une partie de lui qui pourrait finir par le croire. Donc, ils mettent leurs ressources au profit de leur cause à eux, qui est le statu quo et le maintien de leurs privilèges. Oh, cette femme, l'éloquence, excellent. Mais, puis, vous abordez tous ces enjeux-là dans les chapitres que vous avez écrits dans le livre qui fait dire oui. Puis, ça fait déjà la fin de la première partie de notre conférence. Faites du bruit pour ces 3 invités incroyables! Tout le monde est bien assis. Bon, je vous présente tout le monde comme je l'ai fait déjà. Alors, je commence par Pierre-Luc Bégin. Pierre-Luc, c'est l'éditeur du livre qui fait dire oui. C'est aussi le directeur des éditions du Québécois. Il a la lumière dans ses yeux, je le vois, c'est incroyable. Ensuite, j'ai Benjamin Gingras, qui est donc psychologue, membre de la Nation Anishinaabe et aussi professeur d'études autochtones. Tellement de chapeaux qu'il porte, ça n'a aucun sens. Et finalement, j'ai Geneviève Tardy, qui a donc une maîtrise en gestion de l'environnement, évidemment, qui est chargée de cours et qui est aussi maire au front. Est-ce que je résume bien? Je suis aussi directrice générale d'une région de biosphère de l'UNESCO. Évidemment, parce que pourquoi pas, tu sais, rendu là. Alors, je vais commencer tout de suite avec Benjamin. De toute façon, j'ai dit les questions avant, comme ça, ils ont eu le temps d'y penser, ils ont fait leur devoir. C'est encore drôle. Benjamin, tu as consigné 2 chapitres dans le livre qui fait du oui, un sur l'histoire autochtone et un sur les premiers peuples aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de mettre ta plume dans un collectif souverainiste québécois? Moi, je suis pas né indépendantiste. Je pense que personne l'est, honnêtement. Là, mais ça m'a pris quand même un certain temps pour faire mon chemin, je pense, vers les indépendantistes. Moi, comme Camille, c'était vraiment pendant la grève étudiante de 2012 que j'ai pris conscience du caractère vraiment distinct qu'on avait des institutions publiques et vraiment uniques, en fait, qu'on a au Québec versus au Canada, l'Université du Québec, le cégep, tout ça qui est l'héritage de la Révolution tranquille. Donc, ça m'a vraiment permis à ce moment-là de savoir à quel point qu'on était un peuple vraiment distinct du reste du Canada, une historique de mobilisation et tout. Mais tu sais, le côté autochtone en moi, je pense que c'est forcé de constater que pour différentes raisons, le mouvement indépendantiste par le passé n'a pas toujours fait une place très importante pour les voix, les droits, les revendications autochtones aussi par le passé.
Mais, tu sais, autant que ça, c'est vrai, autant que force est de constater que c'est quelque chose qui change. On voit aussi, on voit avec l'âge moyen des gens qui sont ici, là, c'est une nouvelle génération qui incarne le mouvement indépendantiste. C'est une génération qui est ouverte sur le monde, c'est une génération qui est ouverte sur ce qui se passe, pas juste sur le monde, mais ce qui se passe ici au Québec également. Et on sent vraiment que le discours change. Le mouvement indépendantiste est ce qu'on en fait, puis c'est quelque chose qui est plus porteur d'une réelle émancipation populaire aussi. Et c'est ce discours-là qui est venu me chercher. Et quand on m'a proposé d'écrire un, mais pas juste un, mais même deux chapitres dans l'Écriture du Oui, ben je sentais que c'était ma chance d'apporter ma voix au concert. Je pense que j'amène une perspective qui est plus unique, peut-être à un certain point aussi. Tout le monde l'est aussi, à sa manière. Tout le monde amène de quoi de rafraîchissant dans l'Écriture du Oui, mais je pense que c'était ma façon d'apporter cette vision-là, peut-être un peu plus décoloniale, et de faire avancer le mouvement indépendantiste dans cette direction-là. Merveilleux, que de pertinence toujours. Geneviève, j'enchaîne avec toi tout de suite. En quoi l'indépendance du Québec contribuera à protéger les ressources naturelles de notre territoire, selon toi? En tout. Mais écoute, tu as dit le mot « notre territoire ». J'aimerais ça, quand tu m'as envoyé le courriel, là, je trouvais intéressant d'amener la perspective où on parlait de décoloniser, de déposséder l'environnement dans la prise de parole. C'est la première façon de faire. Donc, ce n'est pas notre biodiversité, ce n'est pas notre eau, ce n'est pas notre air, c'est l'air que l'on respire. Et d'ailleurs, c'est le environnement jeunesse qui m'avait moi-même sensibilisée à cet effet-là. Puis, comme mes collègues, comment on s'appelle, des auteurs. Oui, collègues auteurs, autrices. Moi, je ne suis pas née indépendantiste non plus, mais je suis née environnementaliste. Je suis tombée dedans comme Obélix quand j'étais jeune. Puis, en vieillissant, j'ai constaté que toutes les belles grandes mesures de protection environnementale avaient été mises en œuvre par un mouvement indépendantiste, comme le ministère de l'Environnement, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, la loi sur la protection du patrimoine agricole, alors que nos homologues fédéraux, pas tant. L'héritage est très issu d'un nationalisme québécois, puis c'est comme ça que j'ai été initiée, si on veut, aux intérêts de devenir un pays. Puis comment le Québec pourrait protéger les ressources naturelles. On parle beaucoup du pétrole, puis de l'État pétrolier. Le Canada, c'est un État pétrolier, mais le Québec, lui, c'est un État d'eau. On est propriétaire de propriétaire, je veux qu'on arrête de parler de possession, mais on a la chance d'être entouré de 3% de ressources en eau, de la ressource mondiale en eau, puis en ce moment, tout ce qui concerne les eaux transfrontalières avec les États-Unis, par exemple, c'est de gouvernance fédérale, puis la pression mondiale est de plus en plus s'intensifie sur l'approvisionnement en eau. Donc, si on n'est pas propriétaire de cette ressource-là, honnêtement, je ne sais pas comment on va faire. Exactement. On a tout intérêt à gérer un des 4 éléments de la nature. C'est pas comme rien du tout, là. Puis sinon, si on parle, une des plus grandes menaces à l'environnement en ce moment, c'est la propagation des espèces exotiques envahissantes. Puis ces espèces-là sont essentiellement colonisent les milieux naturels. Est-ce que tu as un exemple d'une espèce? Oui, le roseau commun que vous voyez partout là, sur le bord des autoroutes, ça vient de l'Asie, puis c'est le transport qui amène ces espèces-là. Puis le transport, c'est de compétence fédérale. Fait que comment on peut gérer des espèces exotiques à l'échelle pan-canadienne? C'est impossible. C'est pareil comme si je vous demandais, on dit que les changements climatiques, ça n'a pas de frontières. C'est effectivement vrai. Par contre, le contrôle des causes, c'est très important. Le Canada est tellement un grand pays que de vouloir gérer cause to cause, toutes les causes environnementales susceptibles de menacer la qualité de l'environnement, c'est pratiquement impossible. Puis là, on ne parle pas des leviers que sont les instances internationales. On en a pour longtemps. C'est ça, exactement. Non, mais c'est tellement pertinent. Je vais passer à Pierre-Luc. Déjà, ça passe vite, oh my God! Alors, Pierre-Luc. Oui.
Quelle est l'impulsion d'avoir créé les éditions du Québécois? Oui, ben faut remonter à il y a plus de 20 ans maintenant. Moi et les camarades de l'époque, Patrick Bourgeois d'ailleurs qui signe un texte dans le livre qui fait dire oui, puis d'autres camarades, on s'intéressait à la fois à l'histoire du mouvement indépendantiste, puis aussi on commençait à voyager de plus en plus un peu partout dans le monde chez les peuples en lutte, les Catalans, Pays Basque, Corse, Bretagne, Écosse, etc. Puis on constatait que ces peuples-là, dont le mouvement indépendantiste était généralement moins populaire que le mouvement québécois, plus faible, c'était doté de moyens de communication, des journaux, des revues, des magazines, des maisons d'édition. Puis au Québec, il n'y avait pas ça. Puis par ailleurs, on regardait que dans l'histoire du mouvement indépendantiste, il y avait déjà eu ça au Québec. Le journal Le Jour dans les années 70, Québec Presse, Parti pris dans les années 60-70, qui a été une grosse inspiration pour nous avec un journal, une maison d'édition, puis un mouvement politique autour de ça. Donc, on a fait le pari un peu fou d'essayer de créer des outils d'information pour le mouvement indépendantiste québécois, pour répandre l'argumentaire indépendantiste. Donc, ça a commencé par un journal, le Journal Le Québécois, qui est un journal papier. Bon, on connaît le déclin du journal papier, donc l'aventure s'est terminée, mais quand même au bout d'une bonne douzaine d'années. Tandis que les éditions du Québécois, ça persiste. Hein? On est l'éditeur des 3 éditions du livre qui fait dire oui, mais depuis tout ce temps, depuis une vingtaine d'années, c'est plus de 70 ouvrages qu'on a publiés, tous liés de près ou de loin à l'indépendance, puis plus souvent de près, tous des livres qui peuvent faire dire oui, j'espère. Puis peut-être souligner que c'est complètement bénévole, hein, c'est complètement militant, on n'a aucune subvention des gouvernements ou autres. Puis là, je termine avec ma petite plug. Donc, je l'apprends live up. Là. Puis j'ai fait mes recherches, puis je l'apprends. Donc, si vous voulez nous encourager, à chaque fois que vous achetez un livre, il n'y a personne qui se fait de profit avec ça. Ça va tout simplement nous aider à financer le prochain livre. Puis c'est comme ça qu'on essaie de continuer de diffuser la réflexion et l'argumentaire indépendantiste. Voilà. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, Pierre-Luc a une petite table à l'avant, à l'arrière, ça dépend de où vous êtes, là, avec plein d'ouvrages de l'édition du Québécois. Fait que n'hésitez pas à aller jeter un œil aux ouvrages. Et tout le monde, j'ai une dernière question pour vous trois. À la fin du livre qui fait dire oui, vous invitez les lecteurs à offrir l'ouvrage à quelqu'un d'indécis. À quoi ressemble la conversation qui peut faire le plus basculer quelqu'un vers le oui en 2026? Est-ce qu'il y a une personne qui voulait commencer? Vas-y, Geneviève. Moi, ce qui motive mon implication, c'est que l'environnement, c'est une question de survie. Puis la survie, elle n'a pas d'allégeance politique. Fait qu'à un moment donné, on est à la croisée des chemins en ce moment d'un point de vue environnemental, là. Donc, on a beau pousser l'économie, l'éducation, c'est tout important, mais sans environnement sain de qualité, je suis désolée, mais... Donc, moi, quand j'aborde quelqu'un pour essayer de le faire pencher vers un oui, j'essaie d'aller toucher son sentiment, son urgence de vivre, puis d'assurer un futur viable pour leurs enfants. Puis, je vais juste faire une parenthèse pour revenir dans mon chapitre environnement. Lorsqu'on a qu'on a été invité à rédiger nos textes, le projet ALTO, vous en avez entendu parler. En avez-vous entendu parler? Oui. Bon. C'est un train à grande vitesse. C'est un projet fédéral qui va littéralement segmenter le Québec en 2, notamment la rive nord du fleuve Saint-Laurent, qui va couper en 2 le territoire agricole, les milieux humides, le peu de milieux humides qui restent encore dans le sud du Québec, puis sans réelle consultation publique. Donc ça, c'est un bel exemple de, tantôt tu parlais de la différence entre pouvoirs québécois et fédéraux. Oui. En v'là un, pas de bureau d'audience publique là-dessus, on coche les petites cases pour dire qu'on a fait des consultations. Il n'y a aucune justification réelle démontrée de la pertinence puis du besoin de ce projet-là, d'ailleurs. Peut-être le tronçon Toronto-Montréal, mais Montréal-Québec, là, ça arrive nord. Pourquoi pas ça arrive sud, sinon pour des préoccupations politiques. Mais c'est parfait. Dans le sens que c'est parfait, au sens où c'est un très bon exemple, c'est ça. Ça ne peut pas être plus d'actualité que ça. D'ailleurs, si vous allez sur le site de ALTO, le gouvernement fédéral a déjà investi 4 milliards dans ce projet-là. Fait que ceux qui pensent qu'on ne le verra pas arriver, là, moi, je suis très, très, très préoccupée. 4 milliards, c'est pas... c'est beaucoup d'argent! Ouais.
Donc, la volonté d'aller de l'avant est réelle. Et réel dans la survie, littéralement. Benjamin? Moi, quand je parle avec des amis ou ma famille autochtone, je parle de l'indépendance, je parle de comment que c'est une opportunité réelle qu'on a pour être à la table pour la première fois, être à la table là où va se décider le pays dans lequel on va vivre, les institutions publiques qui vont nous gouverner, une voie de sortie de la loi sur les Indiens et les autres lois coloniales qui existent et qui ont régi depuis 150 ans. 150 ans cette semaine en passant pour la loi sur les Indiens. Et c'est quelque chose que, autant le Québec n'a jamais eu aussi. C'est une opportunité qu'on a de manière conjointe entre les nations qui partagent le territoire aussi, d'avoir ça ensemble. Puis l'alternative, c'est quoi? L'alternative à l'indépendance du Québec, c'est le statu quo, c'est de rester dans le Canada, c'est de rester dans un État colonial, extractiviste, pétro-État, qui nous a foutu la loi sur les Indiens puis une constitution non consentie d'en face. Là, puis pour moi, c'est inacceptable. Puis honnêtement, de plus en plus, les gens dans mon entourage sont sensibles à ça. Ouais. Ça méritait cette clap, absolument. Pierre-Luc, veux-tu nous faire le mot de la fin? Oui, ben moi je parlerais d'ouverture sur le monde, de voulons-nous être repliés sur notre statut de province avec le Canada qui est une barrière à ce qu'on prenne notre place dans le monde et qu'on joue notre rôle dans le monde comme nation, alors que les fédéraux essaient de nous convaincre du contraire depuis des années. Je trouve que c'est une totale fumisterie de dire que l'indépendance ce serait se replier sur soi, se replier sur, je sais pas, notre québécitude ou quoi que ce soit, alors qu'au contraire, faire l'indépendance, c'est prendre notre place dans tous les forums internationaux, c'est de prendre notre place à l'ONU, c'est jouer notre rôle dans les forums internationaux sur l'environnement, probablement. C'est donc de s'ouvrir aux autres cultures, de s'ouvrir à la planète, au contraire du repli sur soi. Puis ça, je pense que ça peut parler à bien des gens, notamment à bien des jeunes. Puis je suis pas sûr que ce discours-là des fédéraux de tenter frauduleusement de présenter l'indépendance comme un repli va bien fonctionner dans les prochaines années. Parce que je pense que ça peut être assez évident pour tous les Québécois et les Québécooises que le statut de province, ben, c'est une limite, c'est un carcan. Ouvrons-nous au monde, ouvrons-nous à la planète, ouvrons-nous aux autres cultures, ben, faisons l'indépendance du Québec. Yeah! Merci beaucoup à vous trois, à tout le monde qui est présent ce soir, à Yannick et Mirabelle qui sont à la caméra, excusez, à Pierrick qui est au son. Je vous invite à aller consommer au bar, à aller acheter des livres de l'édition du Québécois, à avoir du fun, à profiter du DJ set de ma superbe Camille qui est derrière. C'est complètement la fête, le pays ça se fait dans la fête. Merci d'être là!